retrouvons notre invité aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'Arnaud Gavard. Arnaud qui est porte-parole du comité sciences. Alors il va me dire exactement son intitulé du comité porte-parole du comité scientifique de ProAnima. Arnaud, bonjour, c'est bien ça? Bonjour Patricia, bonjour. Oui, c'est ça, porte-parole de ProAnima. Alors on va présenter un petit peu ProAnima. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais on va représenter un petit peu ProAnima. Vous êtes une association? Alors déjà merci de nous recontacter, ça nous fait très plaisir. Donc oui, on est une association, on existe depuis à peu près 20 ans et on fait la promotion des alternatives aux expérimentations animales. C'est une association qui est née suite au décès de la fille de la fondatrice dans les années 80. Alors l'intérêt de cette association, puisqu'il y en a beaucoup, il y a aussi la Ligue contre la vivisection, c'est que vous, dans ProAnima, vous travaillez aussi en concertation avec des chercheurs. Alors voilà, le but c'était d'avoir des arguments rationnels, scientifiques, grâce à un comité, grâce à des chercheurs en fait, pour un petit peu renforcer les arguments éthiques qui sont plus le propre des associations de protection animale en fait. Et donc, ce qui fait que vous êtes amené régulièrement, effectivement, à consulter des travaux, à consulter des chercheurs, et peut-être qu'eux-mêmes s'investissent aussi dans votre association. Alors voilà, c'est sur une base de volontariat qu'on a des scientifiques qui nous rejoignent. Donc ça c'est important. Il n'y a pas de conflit d'intérêts possible. C'est pas pour la gloire, c'est vraiment pour la cause. C'est pour donc faire la promotion des alternatives. Et on peut être amené bien sûr à les consulter pour des publications, des travaux, et puis aussi pour un travail beaucoup plus concret qui a été la création de Valitox. C'est un programme de recherche. Donc là c'est vraiment concret, qui a pour but de se substituer aux travaux sur les rongeurs. Alors justement, on en est où? Parce que je disais, je reprenais l'intitulé d'un article, puisqu'on va en parler un petit peu. Vous faites paraître tous les trimestres un bulletin qui s'appelle La lettre de ProAnima, les sciences pour la vie. Et dans ce numéro 64 qui vient de paraître, il y a un article sur l'expérimentation animale avec changement de cap nécessaire. Je disais, changement de cap, encore un terme maritime. Un changement de cap nécessaire, on en est où exactement? Parce qu'on a l'impression que ce côté-là, ça n'avance pas tellement, qu'on utilise toujours autant de rongeurs, qu'on utilise autant les beagles notamment. C'est une race de chiens sur lesquels on expérimente énormément de choses, notamment des produits pour les yeux, et aussi des primates. Alors à un moment donné, il était question de supprimer les primates des essais thérapeutiques, mais on a l'impression que ça ne se fait pas du tout. Alors, il y a plusieurs sous-questions dans votre question. Donc, l'ambiance générale, c'est qu'en effet, ça n'avance pas vraiment. On nous dit que 40% des travaux en France sont faits sur des méthodes hors modèle animal. Bon, peut-être, mais ça n'empêche pas que le chiffre depuis quelques années à cause des animaux génétiquement modifiés. Et après il y a le problème primate. Alors les primates, c'est vrai qu'ils dans l'inconscient collectif, ils sont peut-être plus le grand public est plus sensibilisé. Voilà, c'est ça, plus sensibilisé. Donc les primates, c'est très important parce qu'ils sont très proches de l'homme. Aux États-Unis, on teste encore sur les chimpanzés. En Europe, on ne travaille plus sur les chimpanzés. On travaille sur des macaques, des singes rhésus. Donc on travaille toujours sur des primates aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, donc il y a même un article dans votre bulletin, on s'en rappelle, on en avait parlé ici sur notre antenne, de Air France qui s'occupe de véhiculer des animaux vers un destin qui n'est pas reluisant, puisque ce sont des macaques rhésus la plupart du temps que l'on transfère vers des laboratoires américains. Et là, Air France avait promis de ne pas de suspendre un transfert de ces macaques, et puis en définitive, alors en plus ils ont été remerciés, c'est ça qui est bien, par la plupart des associations qui ont fait paraître des bulletins en disant merci, etc. Et puis on s'est aperçu que c'était pas une suspension, mais qu'on avait différé simplement le transport, et qu'il s'est quand même fait ce transport. C'est ça qui s'est passé, donc ça a été très vite, tout est parti très vite, donc en fait je pense que l'information elle a fuité.
puisqu'il y a des gens sur place qui sont sensibles à la cause animale. L'information, elle a fuité alors qu'elle n'aurait pas dû, puisque chaque semaine, il y a des transports de singes qui transitent sur Paris pour arroser l'Europe et même les États-Unis. Donc là, comme l'information a fuité, les associations dont ProAnima se sont mis sur l'affaire, et ils ont reçu énormément d'emails, d'appels, et on était tous très, très bouleversés par cette histoire. Donc ils ont décalé un petit peu en catimini ce trajet, enfin ce voyage pour les animaux. Il n'était pas question pour eux d'arrêter ou même de sauver cette cargaison de singes. C'est pour ça que certains ont reproché au milieu associatif d'avoir crié victoire trop vite. Mais la seule mini-victoire, c'était d'avoir pu faire infléchir quelle est une journée Air France. On sait qu'Air France, ils savent qu'on existe et ils sont très 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 embêtés par nos campagnes, notamment la campagne Air Souffrance. Voilà, ce qu'il faut en fait, c'est quand on prend un billet Air France, demander un petit peu de détails sur ce qui va voyager dans les soutes en même temps que nous, puisque ce sont des vols de tourisme. Oui, tout à fait. Qui sont utilisés pour ce genre d'initiative. Alors ça, c'est un des articles que l'on retrouve dans votre bulletin, et puis il y a un autre alors qui est assez qui est assez bizarre, parce que ça concerne, bon, on va pas parler là parce que je voudrais vraiment qu'on s'attache aux animaux, mais c'est la guerre du soja. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai, je l'ai vu aussi, c'est un forum qui s'appelle Doctissimo, qui a fait un article assez aberrant, d'abord assez racoleur, en disant le soja, un danger pour les femmes. Donc quand on ne lit pas la teneur de l'article, on arrête de manger du soja, on se dit mince. Et en définitive, quand on lit l'article, ce n'est dangereux, et encore ce n'est pas prouvé, que pour une certaine catégorie de femmes. Et ça, c'est ce que vous dénoncez dans cet article-là. Voilà, pourquoi on s'en prend au soja comme ça? Alors en fait, déjà, on a eu l'autorisation de publier cet article, on était très contents. Cet article, il cristallise beaucoup de choses qui ont rapport avec nos statuts et beaucoup de causes en même temps, notamment aussi bien la cause alimentaire que la cause des animaux, et bien sûr l'argument scientifique. En fait, pour faire bref, des enquêtes anti-soja ont été un petit peu commanditées à droite à gauche. Enfin, les résultats peuvent être tournés comme étant anti-soja, puisque ce sont des enquêtes qui ont été réalisées sur des animaux. Voilà. Donc a priori, comme on le sait maintenant, ça ne se vérifie pas forcément sur l'être humain. Et là, en effet, c'est le cas, ça ne se vérifiait pas sur l'être humain. Donc les articles sont partis un petit peu vite dans les médias grand public. Et c'était vraiment bas de gamme, parce que le soja, sur chaque chose on peut trouver des aspects négatifs, il y en a sûrement sur le soja, mais on s'attaque beaucoup plus volontiers au soja qu'à la viande, par exemple. Oui, voilà. Donc, alors, c'est un sujet voisin, mais c'est pas juste, quoi. Peut-être que le soja prend trop de place maintenant au niveau commercial, peut-être qu'il devient justement dérangeant, qu'on est de plus en plus nombreux à se tourner vers une autre sorte d'alimentation, et que ça commence à se voir. Voilà, donc pour le soja, on en reparlera si vous voulez bien, mais pas dans cette émission. Oui. Et donc voilà, en fait, on s'aperçoit tout au long de toutes ces années où l'expérimentation animale a été le fondement de la science et de la médecine, qu'il y a énormément d'échecs, que ce soit le Mediator, que ce soit le thalidomide, que ce soit, on va passer sur toutes ces ratés, mais alors il y a des chercheurs maintenant qui vraiment voudraient mettre les méthodes alternatives les mettre sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est sûr. Moi je suis assez optimiste, on va dire, sur les décennies à venir, mais pas sur les mois à venir, ça c'est sûr. Parce qu'on s'aperçoit en effet que le modèle animal n'en est pas d'un point de vue biologique, et ça donne lieu à des discussions vraiment, vraiment passionnées, même dans la rue. J'en ai eu une l'autre jour sur un stand. Donc voilà, là le débat pour moi il ne fait que s'ouvrir. Les scientifiques qui reconnaissent maintenant que les animaux c'est pas un modèle fiable pour la recherche sur les humains, ça n'empêche pas qu'ils continuent. Là il y a toute une enquête dans le magazine Science et Avenir qui parle des expérimentations animales. Ils parlent de Valitox, le programme qu'on a fait avec ProAnima, mais ils sont vraiment timides, ils condamnent pas vraiment les recherches sur les animaux. Alors c'est quoi? C'est des enjeux financiers qui sont derrière?
Oui, sans doute. De toute façon, l'expérimentation animale, c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de monde, avec beaucoup de subventions, des histoires de gros sous. Par exemple, Arnaud, quand il y a quelque chose comme le Téléthon, là, on vient d'entendre les résultats du Téléthon, ils sont à 89 millions d'euros de dons. Ça va où cet argent ? On en fait quoi ? Alors c'est très polémique, il y a une partie qui va sûrement à de la recherche pure, il y a aussi après des suspicions, bien sûr que cet argent sert à financer beaucoup de colloques, des réunions qui sont peut-être qui coûtent cher, des salaires de professeurs, ça c'est sûr. Donc le Téléthon, ça cristallise aussi beaucoup de polémiques. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont donc eu à peu près 90 millions d'euros. Ça c'est le Téléthon, donc c'est juste un aspect de la recherche parmi de nombreux autres aspects, c'est juste la France. Il faut savoir que le domaine des alternatives, ils ont eu pour budget européen 200 millions d'euros sur 20 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas justement un Téléthon pour subventionner les méthodes alternatives ? Pourquoi ça n'existe pas ça ? Alors on y pense, on en a déjà parlé, mais c'est pas si facile, parce que quand vous subventionnez le Téléthon, il y a quand même quelque chose de précis qui parle au public, c'est les maladies génétiques. Là, les alternatives, il y a des alternatives pour tout. Vraiment, alternative, ça englobe énormément de choses que le grand public ne connaît peut-être pas. On ne peut pas faire sur les maladies génétiques des recherches avec des méthodes substitutives ? Alors voilà, il faudrait cibler. Il faut cibler un axe à ce moment-là qui touche tout le monde. Pour le cancer, par exemple, ça touche tout le monde, faire un genre de Téléthon, mais pour la recherche substitutive concernant tel type de maladie. Oui, mais ça, écoutez, les idées sont lancées. D'ailleurs, pourquoi pas, si des associatifs nous écoutent, on pourrait lancer quelque chose. Après, ce qui est aussi difficile, parce qu'on en a déjà parlé avec notre direction, c'est qu'on n'a pas trop de médias avec nous. Alors ce serait peut-être un Téléthon beaucoup plus humble, je sais pas, pour commencer, ou avec quelques chaînes. Ou peut-être pas commencer en France, parce qu'en France, on est des suiveurs, on est peu des leaders, mais on peut peut-être chercher ça dans d'autres pays européens plus sensibles. Oui. Mais écoutez, oui, le fait d'en reparler, ça peut nous donner envie de relancer la machine, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que la communauté scientifique et dans son ensemble n'est pas elle est un peu contre nous quand même. Nous, comme je dis toujours, ProAnima, c'est une poignée de chercheurs motivés, éthiques. Mais vous voyez, on a de la résistance en face de nous. L'idée est bien, la mettre en place, c'est difficile. Voilà, donc pour tous ceux qui sont concernés par l'expérimentation animale, vous pouvez rejoindre justement les différentes associations alors la plupart des associations se battent contre, à savoir que ProAnima, c'est une autre forme de résistance que vous proposez avec un parti pris,